C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie Colombani. Bonsoir Roselyne. En 60 ans, elle en a vu passer des grands hommes. La Ve République a accompagné les présidents dans leurs victoires, leurs batailles et leurs emmerdes, comme dirait Aznavour. Mais elle tient bon. Elle est solide malgré les critiques. Emmanuel Macron, lui, traverse la tempête, mais par la voix de son porte-parole, il nie qu'il s'agisse d'une crise. De ce qui se passe depuis 48 heures ne s'apparente à une crise politique. L'État fonctionne, les transformations sont engagées, le gouvernement est parfaitement à sa tâche. Ce que nous traversons, il y a des sujets strictement personnels et il a appelé chaque membre du gouvernement à savoir s'élever au-dessus des intérêts particuliers. Si ce n'est pas une crise, que pourrait-on trouver comme adjectif? Une tracasserie? Non, bien sûr, il s'agit d'un dérèglement. Et si la machine macronienne se déréglait, si elle commençait à se dérégler, si la chance semblait pour un temps avoir quitté le président? Son premier soutien, Gérard Collomb, l'abandonne, c'est César qui assassine Brutus. Mais Emmanuel Macron, qui était sur les pas du grand Charles à Colombey aujourd'hui, préfère regarder plus haut, au-delà des nuages. On l'écoute. Ce ne sont pas les péripéties du quotidien qui doivent décider pour une nation. Il faut regarder à hauteur d'homme et avec notre histoire et notre destin en perspective. Si on regarde tous les jours les péripéties du quotidien, avec tout ce qui se passe, les sondages, les ceci, les cela, on n'avance plus, on ne fait plus rien. Cette Constitution offre cela. Sa confiance en lui était sa force, l'est-elle encore? Analyse d'une semaine folle avec nos invités sur ce plateau. Bonsoir Virginie Leguet. Bonsoir. Chef adjoint du service politique de Paris Match, merci d'être là. Bonsoir Laetitia Akroupa. Bonsoir. Merci d'être là, vous êtes spécialiste de communication politique. Et Frédéric Dabi, politologue, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général adjoint de l'IFOP. Alors Virginie, c'est la chienlit, non ? En tout cas, c'est une crise. Je veux bien qu'Emmanuel Macron tente de minimiser avec beaucoup d'énergie depuis quelques jours, mais une péripétie plus une autre péripétie plus une autre péripétie. Si on tient compte de l'affaire Benalla, de la démission de Nicolas Hulot, du départ de Madame Flessel, de la démission imposée de Gérard Collomb, ça finit par plus être une péripétie, mais une crise inédite, insolite, parce qu'on n'a jamais vu, ou en tout cas il faut remonter à loin pour se souvenir d'un ministre qui quitte le gouvernement et qui force la porte pour partir et qui met le président de la République devant le fait accompli. C'est assez inusuel, ça dénote en tout état de cause une relation assez fraîche entre Gérard Collomb et Emmanuel Macron, alors que Gérard Collomb était un des premiers et des plus fidèles supporters d'Emmanuel Macron. Et ça inquiète un peu sur la qualité des relations que peut avoir Emmanuel Macron avec les membres de son gouvernement. Il a eu tendance à répéter pendant de longues semaines que la France se gouvernait comme une start-up et que tout allait très vite et très bien. S'il a agi avec la même, la même brusquerie ou la même brutalité presque avec le bon vieux Gérard Collomb ou le très susceptible Nicolas Hulot, on voit les résultats, c'est-à-dire que l'un et l'autre prennent la clé des champs. C'est pas une très bonne nouvelle pour lui. Alors on va vous poser tous la question, mais Jean-Marie, est-ce que nier, dans le fond, que ce soit qu'il y ait une crise et que ce soit que des péripéties, ce qui est bien possible, c'est la vie, ce sont des péripéties. Mais enfin, quand même, s'il y a péripéties, c'est qu'il y a un petit problème, non? Oui, c'en est une péripétie, mais elle est porteuse de sens politique. Elle est une atteinte à l'autorité du président de la République. Et tout cela se résume d'un mot, je pense, c'est l'inexpérience. Mais l'inexpérience non avouée, ça renvoie au manque d'humilité du président, manque d'humilité que Gérard Collomb avait stigmatisé, en le prenant sur le sens collectif, en disant « nous avons tous manqué d'humilité », mais néanmoins, l'homme qui était principalement concerné, c'était Emmanuel Macron. Et donc cette inexpérience porte aujourd'hui ses fruits, si j'ose dire, inexpérience politique. Et absence donc de gestion politique. Peut-être par ailleurs, il y a une sorte de mauvais œil sur les ministres d'État. Oui. Rappelez-vous, au début du quinquennat, il y en avait 3. Bayrou, Hulot, Collomb. Plus de ministres d'État. C'était quand même censé être les piliers et les principaux soutiens, l'armature même du gouvernement d'Édouard Philippe. Ils ne sont plus là. Donc ça renvoie à un vrai problème politique, parce qu'après, mais on en discutera tout à l'heure, comment on remanie, comment on recompose, faut-il recomposer plus largement le gouvernement, on verra tout cela. Mais en attendant, il eût été préférable de dire les choses et d'admettre qu'il y avait un dysfonctionnement grave
est porteur politiquement de conséquences qui peuvent être des conséquences lourdes. Alors Frédéric nous fera la synthèse, mais peut-être avant Laetitia, sur est-ce que c'est une erreur de nier les erreurs. Oui, en fait, je crois qu'il s'est empêtré dans sa propre méthode. Jean-Marie, vous le rappelez, il ne veut pas réagir tout de suite. La méthode Macron, c'est de ne jamais céder à l'agenda et au tempo médiatique. Voilà, il veut prendre la parole quand lui le décidera et quand il jugera bon de prendre cette parole. Oui, mais cet agenda, il ne le maîtrise plus. Non, là, effectivement, nous attendons tous une explication du président de la République, que ce soit une crise ou pas, parce qu'on a bien compris son élément de langage répété par Benjamin Griveaux pendant toute la journée d'hier, et puis par les lieutenants de la Macronie, bien qu'on leur ait demandé de ne pas trop commenter l'actualité gouvernementale. Ils ont tous reçu une petite note. Mais tout le monde, effectivement, répétait en boucle, ce n'est pas une crise. Alors plus on répète cette affirmation, plus on comprend que c'est effectivement une crise et que le président doit prendre la parole, quel que soit l'agenda, le tempo médiatique qu'il aborde. Mais peut-être Emmanuel Macron considère que plus on frotte sur la tâche, plus elle apparaît. Donc c'est mieux de faire comme s'il n'y en avait pas. Mais est-ce qu'on gouverne sur quand on nie les choses, dans le fond ? En tout cas, la réponse des Français est souvent extrêmement cinglante. On a vu dans les baromètres IFOP-JDD, IFOP Paris Match, un effondrement de la cote d'approbation d'Emmanuel Macron, minoritaire dans toutes les catégories, sauf les sympathisants d'En Marche. La popularité, l'équation d'Emmanuel Macron, c'était deux choses. C'était la transformation du pays, c'était la distinction par rapport à ses prédécesseurs. La transformation, il y a des doutes. Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est injuste? Est-ce qu'elle va profiter seulement au premier de cordée? Où est-ce que le président veut nous emmener? Et c'est d'ailleurs parasité par tout ce qui vient d'être rappelé. Et puis, la distinction, c'est quasiment fini. Il y a une vraie banalisation de l'image d'Emmanuel Macron. Et Virginie avait raison de rappeler des faits qui sont a priori extrêmement différents. Qu'est-ce qu'a à voir l'affaire Benalla avec le départ d'Amélie Nothomb? Mais en fait, tout fait système sur le fait d'un président qui a perdu en autorité. Et n'oublions pas que la distinction, c'était son autorité par rapport à un président Hollande qui avait la main qui tremble en termes de perception, même si François Hollande, sur ce cas, dans des cas comme ça, il a tranché extrêmement vite. Il n'y a pas eu de feuilleton Montebourg-Hamon en 2014. Delphine Batho a été renvoyée en à peine 4 heures. Là, il faut faire on fait peut-être. Donc on en vient même à dire que Hollande était... Mais, voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est que les choses semblent se déliter, perte de maîtrise de l'agenda, banalisation de l'image du président. On n'a pas parlé de l'image un peu dévastatrice à la fin de son voyage aux Antilles. Et puis, il y a eu un bras de fer, et c'est Gérard Collomb qui l'a gagné. Je ne parlerai pas ici de l'effet dévastateur auprès des Français sur l'image d'un ministre qui préfère son patrimoine local, c'est-à-dire revenir à Lyon, comparé à une mission aussi importante que la sécurité des Français en termes d'intérêt général. Mais bien sûr, c'est moins, en termes d'impact, moins fort que des choses qu'on a pu voir depuis le début du quinquennat, la suppression de l'ISF, le sentiment qu'ont les retraités qui sont les perdants du quinquennat. Mais c'est ce qu'on lui dit sur le terrain, là, aujourd'hui. À Colombelles-les-Deux-Églises, on ne lui parle pas de Collomb, on lui parle des retraites. Ça fait quand même vaciller très fortement l'édifice gouvernemental. Et puis, il y a la relation Philippe-Macron qui commence maintenant à être un petit peu questionnée. Le rôle d'Édouard Philippe dans le départ de Gérard Collomb, son agacement très manifeste lors de la passation et lors des questions au gouvernement. Voilà, il y a toute une série d'atouts que les Français prêtaient à Emmanuel Macron qui sont en train, peut-être pas de disparaître, mais de s'amoindrir très fortement. Il faut ajouter que le message, pas subliminal, mais presque explicite de Gérard Collomb, c'est « je rentre à Lyon ». Parce que au train où vont les choses, je ne pourrai jamais être réélu. Donc c'est un message sur l'état de ce pouvoir dans sa relation avec l'opinion qui est plus qu'alarmant. Et Gérard Collomb connaît son métier, au moins c'est un élu de terrain, donc il sait comment réagissent les électeurs. Donc c'est un message extrêmement négatif sur la situation actuelle. Et là, vous avez raison, Jean-Marie, c'est effectivement le procès en inexpérience qu'on peut faire aujourd'hui, un an et demi après l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Or, c'était effectivement ce qu'on lui reprochait au départ, c'est-à-dire un homme qui n'a pas d'ancrage, qui n'a pas d'histoire, qui est trop jeune, qui n'a pas de stature, qui n'a pas la crédibilité d'un chef d'État. On pensait que tout ça, c'était fait, qu'il avait suffisamment fait ses preuves. Eh bien non, on en est encore là pour les Français, en tout cas en termes d'image, pour Emmanuel Macron. Vous savez, il est souvent conseillé par Nicolas Sarkozy. On est d'accord. Et Emmanuel Macron est souvent conseillé par Nicolas Sarkozy. Dans son livre, Nicolas Sarkozy explique qu'au fond, il se sentait prêt à exercer pleinement la présidence de la République
quasiment à la fin de son mandat. Et donc, il faudrait qu'Emmanuel Macron accepte l'idée qu'être président, ça s'apprend. Et qu'il ne sait pas tout, il ne contrôle pas tout. Il n'y a pas d'école, Et il a des choses à apprendre. Il a des choses à apprendre qui peuvent lui être apprises par tout un chacun. Ouais. Est-ce que dans le fond, on n'apprend pas par soi-même, par l'expérience? Pardon, Virginie. Mais je vous en prie. Je voulais juste faire 2 petites remarques. La première qui concerne le départ des ministres d'État. Oui. Électoralement, ça a un sens aussi assez dévastateur pour Emmanuel Macron, parce que François Bayrou incarnait le centre, Nicolas Hulot les écologistes et Gérard Collomb le Parti socialiste. Il y a un équilibre politique. Donc cette architecture politique est sacrément mise à mal. Et d'ailleurs, on note que les sondeurs, je ne sais pas ce que en pensera Frédéric, disent que le socle électoral d'Emmanuel Macron, qui était de 24% et qui était déjà pas très élevé, est sérieusement entamé aujourd'hui. Donc Emmanuel Macron, il se retrouve dans une situation où il a perdu son électorat de départ et il perd son électorat, j'allais dire, de deuxième tour. C'est-à-dire ceux qui se sont agglomérés à l'idée que Emmanuel Macron incarnait la promesse du changement, le renouveau, la transformation, et qui aujourd'hui sont peut-être déçus à la hauteur des espérances qu'Emmanuel Macron avait su suscité lors de sa campagne. Ouais, il perd sur tous les tableaux et sur l'image aussi d'autorité, à droite et à gauche, voilà aussi. Oui, à gauche, c'est pas sur l'image de la l'autorité, justice, sur la politique économique et sur les réformes qui est déjà très forte. Voilà. Sur ce que dit Virginie, oui, dans le baromètre fiducial pour Match, on voit très bien qu'il y a un tiers de l'électorat de Macron du premier tour qui n'approuve pas son action. Il reste une partie importante qui est en soutien. C'est vrai qu'on a maintenant un président qui a d'abord joué en même temps, qui finit un peu seul contre tous, puisqu'il est minoritaire dans toutes les familles politiques, sauf peut-être le MoDem. C'est extrêmement compliqué. Il est quand même dans une situation un peu meilleure que François Hollande à l'époque. Alors François Hollande, oui. Non, juste pour compléter ce que dit Frédéric, et juste, pardon Virginie, sur Nicolas Hulot, je pense qu'au-delà des écologistes, il incarne une certaine gauche morale. Et que le départ de Nicolas Hulot aussi, ça prive. Ça a beaucoup joué dans le président du soutien de ce que l'on appelle, peut-être à tort, la gauche morale. Donc c'était juste. Et il est seul contre tous, mais il est seul dans son camp aussi. Mais par ailleurs, il lui reste. De répéter qu'il est isolé, 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 et qu'il n'écoute plus ses proches. Il lui reste quand même 2 atouts, me semble-t-il, mais peut-être que Frédéric me contredira, qui est que il incarne toujours celui qui peut transformer, ou celui qui pourrait transformer. Et deuxième point, la France est toujours en attente de transformation. Oui. Donc cette attente-là, cette double attente-là peut lui permettre de rebondir. Je n'en sais rien, mais en tout cas, ça existe. On va poser les différentes questions qui nous restent à élucider. En tout cas, vous parliez de François Hollande. Donc lui, évidemment, il boit du petit lait, parce que dans le fond, il a été celui qui a été trahi par son fils, en quelque sorte, entre guillemets. Et lui, il dit que cette situation, c'est-à-dire d'un Premier ministre qui fait l'intérim de Gérard Collomb, d'un ministre de l'Intérieur, un Premier ministre qui a le don d'ubiquité, c'est rare dans la 5e République, mais voilà, on innove tout le temps. On écoute donc François Hollande. L'intérim n'est pas possible. L'intérim par le Premier ministre. L'intérim n'est pas possible pour les questions de sécurité. Il doit donc être le plus court possible. Et je veux croire que dans les heures qui viendront, le nom du prochain ministre de l'Intérieur sera connu. Bon, il a raison, mais enfin, il enfonce une porte ouverte, François Hollande. Oui, et puis il faut toujours se demander quel est le crédit de la parole politique. Alors certes, il a été président de la République, on ne l'oublie pas, mais enfin, il a été dans l'incapacité de se représenter, avec un record d'impopularité. Je ne sais pas si Emmanuel Macron le battra, mais voilà, donc oui, c'est un peu facile. On va dire c'est une pique un peu facile. Ouais. Oui, et pour faire la synthèse sur ce qu'a dit également Jean-Marie, un autre atout d'Emmanuel Macron, il y a cette croyance en sa capacité à réformer le pays. Et entre parenthèses, le fait d'avoir maintenu le prélèvement à la source a été une bonne décision. Sinon, c'était une sorte de florange en termes de dynamique de réforme. Et aussi, et par rapport à ce qui va être dit sur François Hollande, le mécontentement assez fort des Français vis-à-vis du président ne trouve pas de réceptacle. Là, on est dans une situation très inédite par rapport au quinquennat de François Hollande et par rapport au quinquennat de Nicolas Sarkozy. Le principal opposant perçu, c'est la France insoumise, qui a une fonction tribunicienne, mais qui peine à incarner une sorte d'alternative ou une alternance. C'est en ça qu'il a peut-être plus de temps que ses prédécesseurs, mais ce n'est pas un facteur de consolation, puisque finalement, une alternative, elle finit par se construire si le mécontentement devient trop fort. Je rajouterais quelque chose, si
si Jean-Marie me le permet. Là, j'ai parlé plus Vous êtes vite. baïonné. J'ai parlé plus vite que lui, c'est Vous êtes terrible. baïonné, C'est terrible. Virginie. Je rajouterai quelque chose. Certes, les opposants, pour l'instant, ne sont pas crédités de représenter une alternative ou une alternance crédible, mais il me semble que la perspective des européennes, qui sont dans 9 mois, et la façon qu'a eu Emmanuel Macron d'installer le match entre lui et Marine Le Pen pourrait lui jouer des sacrés tours. Oui, Et je me demande s'il ne joue pas avec le feu. Ça peut jouer en faveur Parce de que Marine Le Pen. je rappelle que Marine Le Pen a gagné la dernière fois, qu'elle est encore très haute. Elle était en tête, disait Roland Carroll, si on a bien compris ce qu'il nous a dit la semaine dernière. Elle est encore très haute malgré tous ses déboires financiers, personnels et malgré la mauvaise image qu'elle a gardée depuis le débat présidentiel. Et aujourd'hui, en tout cas, parmi ses proches et même chez elle-même, ils sont absolument persuadés non seulement de refaire le score de la dernière fois, mais de passer devant Emmanuel Macron. Donc je ne sais pas si ça a été une très bonne stratégie d'installer comme ça ce duel face-à-face avec Marine Le Pen, à qui d'ailleurs il a encore répondu nommément lorsqu'il était en Mais déplacement. c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il... Et avec il veut- Mélenchon aussi, à Marseille, c'est une stratégie. Il veut jusqu'au jour où son adversaire lui échappera des mains et sera plus En grand que lui. l'occurrence, aux Antilles, il lui répond parce que le journaliste lui cite le tweet de Marine Le Oui, Pen, mais- donc il mais répond à Marine Le Pen. Il la cite nommément, donc il l'installe nommément dans un dialogue, dans un face-à-face. Opposant. Mais oui, Imaginez bien François sûr. Mitterrand citer un opposant pendant ces deux Absolument, septennats, il n'en a jamais jamais. parlé. Il n'existait pas. Pour Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon est une bénédiction, car Jean-Luc Mélenchon, avec ses diatribes, fait croire que nous sommes en présence de réformes profondes et profondément injustes. Exemple, la réforme de la CNCF, ce ne sont pas des réformes énormes. La réforme des ordonnances du Code du travail ne sont pas énormes. Mais Jean-Luc Mélenchon accrédite l'idée, en les combattant avec cette virulence, que ce sont des vraies grandes... Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Emmanuel Macron se sert à ce point de ce vis-à-vis qu'est Jean-Luc Mélenchon. Juste une petite remarque, Roselyne. Quand même, si on réfléchit 2 secondes, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron. Regardez la rapidité du taux d'usure, regardez la rapidité avec laquelle l'opinion se retourne. Alors certains diront c'est la versatilité de l'opinion et des médias. Car les médias jouent un rôle extrêmement important dans ces retournements aussi. Mais c'est très préoccupant quand même. C'est très préoccupant parce qu'il reste quand même 3 ans et demi avant la fin du quinquennat. Et que les alternatives, pour le coup, cette fois-ci, pourraient être beaucoup plus radicales que ce à quoi les Français nous ont habitués jusqu'à maintenant. Et donc, la dissipation de l'illusion de Macron et l'espoir qu'il a suscité, si ça devait se réduire en cendres, ça serait terrible pour la suite de la vie politique. Oui, je voulais simplement rajouter qu'il y a un effet quinquennat, parce que Jacques Chirac, premier quinquennat de la Ve République, l'usure a été un peu moins longue parce qu'il y a eu le mirage de la non-intervention en Irak, mais elle a été extrêmement, finalement, forte et avec une démonétisation très forte du président. Il y a ce rythme du quinquennat et il y a ce temps très compliqué, ce temps court, cette accélération avec en plus en parallèle l'hyper-présidence qui fait que le président qui était jadis protégé par des fusils, notamment les premiers ministres, devient de plus en plus le paratonnerre du mécontentement des Français. Vous parliez, Roselyne, dans votre introduction de la Ve République et de sa continuité et de sa force. Ça n'est plus la même République. Ne parlez pas de mal de cette vieille dame. Ça n'est plus la même République. C'est toujours la 5e, mais elle a radicalement changé. Et c'est son anniversaire aujourd'hui. Mais c'est vrai que aussi l'évolution médiatique impacte le changement de cette Ve République. On ne peut plus ignorer le contre-pouvoir médiatique et toute la puissance de la viralité des images, des réseaux sociaux, des séquences, de tout ce qui colle au basque d'Emmanuel Macron, dont il voudrait en faire des épiphénomènes, mais avec la viralité des réseaux sociaux, ça en devient des phénomènes qui sont au cœur des discussions. Et l'exemple, cette photo, avec les aux Antilles, et c'est vrai qu'on s'est dit, il y a 2 poids 2 mesures quand il engueule un gamin qu'il appelle Manu et il le tense pendant 5 minutes. Et effectivement, le garçon qui fait un doigt d'honneur, il dit je dois j'aime tous les enfants de la République, quel que soit leur destin. C'est vrai que ça n'a pas plu. Mais c'est un dérapage, alors il se rattrape comme il peut. Là, pour le coup, il accepte d'y répondre tout de suite parce qu'il y a une conférence de presse et qu'un journaliste lui pose la question. Donc, il lui offre la tribune et il l'a saisie et il a raison. Et cette photo, elle est intéressante à juste recontextualiser. Il faut toujours recontextualiser, voir la séquence entière, c'est-à-dire voir les images avant. Elle choque un tout petit peu moins, mais ça n'empêche pas que c'est une erreur. C'est un dérapage. C'est une communication qui n'est pas maîtrisée. Voilà. Peut-être c'est un peu trop d'assurance aussi du chef de l'État. Oui, je pense que ça renvoie aussi à cette communication extrêmement duale, où d'un côté, il y a le président Jupiter, l'autorité qu'on a vue dès le début du quinquennat et qui a
mis de côté les critiques qu'on aurait pu croire fortes sur l'inexpérience, sur l'héritier de François Hollande, on l'appelait à l'époque Emmanuel Hollande. D'un côté, il y a cette communication qui lui a joué des tours aussi lorsqu'elle a été trop silencieuse à la rentrée 2017. Et puis de l'autre, il y a cette communication qu'il a, depuis aussi son entrée dans le champ politique, d'aller au contact des gens. On se souvient les différentes péripéties pendant la période où il était ministre des Finances. Pendant la campagne, ça lui a parfois été joué, ça lui a parfois parfaitement réussi. Whirlpool entre les deux tours de l'élection présidentielle. Mais quand on va si fortement au contact avec des gens qui ne sont pas des villages Potemkin, si je puis dire, comme pour certains de ses prédécesseurs, il y a des risques. Et les risques, c'est les images que l'on a vues en termes de banalisation. Alors, la grande question, et on va aussi vous interroger là-dessus, la grande question qui est posée, c'est la chance. Est-ce que Emmanuel Macron a-t-il la chance de construire une nouvelle relation avec les Français, et dans quelle mesure le lien est abîmé? C'est vrai qu'il avait commencé sur une image jupitérienne et il atterrit un peu comme l'enfant roi frappé d'inexpérience que vous disiez, Jean-Marie. Donc, est-ce que ce lien et cette promesse qu'il avait fait dans le fond aux Français, ce lien peut se retisser? Je ne sais pas, c'est la grande question en tout cas. D'abord, la question est de savoir dans quelle mesure ce lien est abîmé, jusqu'où il est abîmé. C'est-à-dire, est-ce que c'est corrigeable, est-ce qu'il peut reconstruire derrière ou non? C'est toute l'analyse de la situation aujourd'hui. Et donc là, la réponse au fond lui appartient, parce qu'on a vu qu'à partir des Antilles, il donnait le sentiment en vérité, il avait déjà commencé ce discours-là d'un peu d'autocritique au moment de son discours au Congrès, mais on a vu aux Antilles qu'il cherchait aussi par différents gestes et différentes attitudes à recréer ce lien dont il a besoin. Mais en même temps, il a cette capacité au dérapage et à aller trop loin. Par exemple, à Colombey-les-Deux-Églises, il tense une retraitée qui se plaint du niveau de sa petite retraite, et il cite le général de Gaulle pour dire on peut dire tout ce qu'on veut au président de la République sauf se plaindre. Donc il la tense parce qu'elle se plaint. Là, du coup, il a beau faire des selfies, les selfies ne pèseront rien si par ailleurs il continue à avoir des attitudes qui peuvent paraître comme ou méprisantes, voire arrogantes. Et c'est ça le problème. Alors, si vous avez le couple inexpérience-arrogance, là vous êtes mal. Alors, on va vite faire un tour de table là-dessus, parce qu'après j'aimerais qu'on parle de ce qu'a déclaré, j'allais dire Christophe Colomb. Gérard. Si seulement, merci. GG comme l'appelle Brigitte. Si seulement Christophe GG Colomb. Sur ce qu'il a déclaré sur les banlieues. Mais on va finir sur la popularité. Est-elle possible pour Emmanuel Macron? Peut-il la retrouver? Je ne sais pas. Moi, je sais que c'est une de mes marottes, enfin une de mes critiques favorites, mais je trouve que la litanie des petites phrases, ça commence à bien faire. La litanie du ton... Vous en avez marre, Virginie. Non, mais même aujourd'hui, ce que dit Jean-Marie, franchement, les bras m'en sont tombés. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Il n'entend pas que les Français, finalement, se sentent blessés, heurtés par cette façon qu'il a de leur parler, qui, dans le fond, est toujours un peu désinvolte, pour utiliser un mot léger, mais pour ne pas dire carrément méprisante. Parler d'une dame dont la retraite, je crois, se montait à 500 €, et lui dire simplement c'est que vous n'avez pas cotisé toute votre vie. Elle a dit oui, mais ne pas essayer de savoir pourquoi elle n'avait pas cotisé, qu'est-ce qui s'était passé, et puis enchaîner sur la plainte. Quelqu'un qui gagne 500 € peut se plaindre, d'autant que cette dame dont la retraite est effectivement très basse ne doit pas avoir l'idée qu'Emmanuel Macron s'intéresse beaucoup à elle. Et cette séquence, moi, je l'ai trouvée une fois de plus assez malheureuse. Oui, et il y a peut-être un contresens sur la proximité attendue par les Français. Ce n'est pas une proximité où on tape dans le dos, où on va les voir directement. C'est aussi une proximité du résultat. C'est la prise en compte de leurs difficultés. On a vu à quel point, et peut-être injustement, compte tenu du sujet, les 80 km/h ont été très très mal vécus. C'est vrai que la proximité, c'est-à-dire la compréhension des problèmes des Français, est le point faible d'Emmanuel Macron depuis le début du quinquennat, même quand il a connu un regain, parce qu'on ne sort jamais des affres et des enfers d'impopularité, mais il a réussi
comme les présidents sous cohabitation, à revenir à un certain niveau. Tout ce capital s'est effondré après cet été, cette rentrée horribilis, si je puis dire. Je ne connais pas le pluriel latin de horribilis, c'est horribilé. Mais tout ça pour dire que la proximité, c'est la proximité du résultat. Il s'en sortira moins sur une incarnation qui changera, parce que l'image est quand même très fortement abîmée. Ça ne se recoupe pas comme ça, mais sur des résultats. Mais c'est possible. Il a réussi l'automne dernier. Moi, est-ce que quand ça se dérègle, ça se dérègle? C'est ce qu'on a vu pour tous ses prédécesseurs. Le problème, c'est que ça se dérègle visiblement sur de l'authenticité. C'est-à-dire qu'en communication, on dit toujours que pour avoir un message clair et présenter un personnage compréhensible par tout le monde et audible, identifiable, il faut se rapprocher de ce qu'on est. Alors si Emmanuel Macron est effectivement proche de tous ces dérapages et de cette arrogance, comment rectifier le tir? C'est compliqué. Ça veut dire qu'il faut créer artificiellement un personnage, autre chose. Et ça, là, ça devient compliqué. C'est vrai. Alors, on va écouter Gérard Collomb. Donc, c'était lors de cette glaciale passation de pouvoir. C'était hier. On écoute un extrait. Vous allez voir, il parle des banlieues. Monsieur le Premier ministre, si j'ai un message à faire passer, je suis allé dans tous ces quartiers, c'est que la situation est très dégradée. Et le terme de reconquête républicaine prend dans ces quartiers tout son sens. Parce que oui, aujourd'hui, c'est plutôt la loi du plus fort qui s'impose, des narcotrafiquants, des islamistes radicaux, qui a pris la place de la République. Dont il est responsable. Voilà, est-ce que... oui, on a commencé le débat. On a commencé le débat. Il se tire une balle dans le pied, là. Enfin, c'est surtout glaçant. C'est 2 claques pour le Premier ministre, parce que... Et je pense qu'il y a un lien direct... Oui, mais c'est 2 claques pour lui-même aussi, parce que c'était son boulot. Je pense qu'il y a quand même un lien direct entre le fait que, je pense, Gérard Collomb... qu'on peut considérer comme inexcusable par ailleurs sur la façon dont il se comporte, mais il a été quand même humilié, la veille au soir, il reçoit un coup de fil lui enjoignant de faire ses bagages et de dégager, et plus après le temps d'attente, ainsi de suite. Et donc ça l'a, à mon avis, beaucoup raidi, et le discours glaçant qu'il envoie à la figure du Premier ministre est la marque de sa réponse à cette humiliation. Et probablement y a-t-il sous-jacent un facteur de rupture avec le président de la République que nous ignorons. Peut-être qu'ils n'étaient pas d'accord aussi sur la façon non, je pense qu'il y a aussi... Je pense sujet. que la clé, c'est quand même l'affaire Benalla. Parce que l'affaire Benalla, manifestement, le ministre de l'Intérieur, ministre de la Police, n'est pas au courant. Mais le problème des banlieues, c'est grave. Oui, Benalla, oui, certes, mais n'étant pas au courant, on lui fait porter le chapeau quand même. Et donc, c'est quelque chose parce qu'il est déconsidéré aux yeux des policiers à partir de ce moment-là. Est-ce qu'on entend ce donc, je pense que... Non, mais je pense qu'il ne faut pas l'entendre quand même. Je cherche les raisons de la rupture. Parce que manifestement, ce qui éclate là, aux yeux de tout le monde, dans ce discours invraisemblable, quand même, c'est un tableau apocalyptique de la France telle qu'elle est, ou telle que Gérard Collomb l'a vue. Apocalyptique ou réaliste? Et probablement réaliste aussi. Mais voilà. L'émetteur, c'est le problème des politiques. Donc, qu'est-ce qui motive cette attitude chez Gérard Collomb? Je ne sais pas. Mais il faut quand même entendre le fond de ce qu'il dit. Bien sûr qu'il y a le fond, mais il y a quand même l'émetteur. L'émetteur, c'est le premier flic de France. C'est la personne qui était ministre de l'Intérieur depuis maintenant 18 mois. Donc la question des constats suscite beaucoup d'intérêt. Il était à un poste de vigie. Mais tout à fait, c'est ce que je veux dire. Il met en scène, malgré tout, un bilan négatif et une impuissance. Et c'est tout à fait, c'est le mot, c'est que par rapport auquel les Français sont absolument extrêmement sévères et impitoyables dans l'évaluation des acteurs publics. Qui suit d'ailleurs la déclaration d'impuissance de Nicolas Hulot, en disant j'ai essayé, mais y a rien, je n'ai pas pu. Et donc c'est un peu la même chose, c'est un peu mimétique de ce qu'avait dit Nicolas Hulot dans son domaine. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Dans le fond, le réquisitoire qu'a dressé Nicolas Hulot et le réquisitoire qu'a dressé Gérard Collomb sont de même nature, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils sont rentrés dans ce gouvernement en espérant changer les choses et qu'ils avaient cru en la promesse d'Emmanuel Macron et que dans le fond, ils ont été lâchés. C'est-à-dire qu'on ne les a pas soutenus, on ne leur a pas donné les moyens. Alors, vrai ou faux, l'avenir le dira. Mais tous les deux ont donné très clairement le sentiment d'avoir été complètement ignorés, lâchés, genre débrouille-toi, c'est plus mon affaire, et de ne pas avoir eu le soutien, bien sûr, de l'Élysée, mais surtout le soutien peut-être financier, des arbitrages, les moyens. Il a répété, Gérard Collomb, à plusieurs reprises,
les policiers, il faut les aimer, il faut les encourager, il faut être là. Sous-entendu, j'étais peut-être le seul à avoir essayé un peu de les aimer ces derniers mois, mais personne s'en est vraiment occupé. Et c'est vrai que quand on parle aux policiers, ils se disent écrasés de tâches et ils se disent en aucun cas avoir le sentiment d'être reconnus, d'être aidés. Et ils sont sans cesse moins nombreux pour de plus en plus de responsabilités. Ouais, donc en fait, cette rupture, ce divorce, il est multifactoriel. Il implique les relations entre les deux hommes, il implique des sujets que vous venez de décrire, Virginie, des sujets de fond. Il y avait Lyon aussi, effectivement, il voulait récupérer sa place parce que l'opposition s'organisait aussi pour lui piquer le siège. Ou sa majorité qu'il a mis en place. Ou sa majorité. Les personnes qu'il a mis en place. C'est vrai, jamais mieux trahi que par les siens. De toute façon, la façon de Gérard Collomb de rendre publique sa démission et de la publiciser, je veux dire, ça a été un feuilleton depuis son annonce dans l'Express jusqu'au Figaro, qui, avant 18h, l'info devait sortir à 18h, la sort avant. Il y a quand même un feuilleton médiatico-politique. On ne publicise pas à ce point s'il n'y a pas un fort problème de rupture, et effectivement qu'on ne connaît pas. Pour l'instant, on ignore ce qui s'est passé entre ces deux hommes, mais sinon, ils n'auraient pas rendu public. Ils se seraient arrangés entre eux, ils seraient partis. Emmanuel Macron aurait trouvé un discours cohérent sur le départ de Gérard Collomb, et ça ne serait pas passé comme ça. Là encore une expérience politique à l'Élysée. Ouais. Il manque un conseiller politique à l'Élysée, manifestement. Oui. Ils ne sont pas nombreux. Hein. Ils sont pas nombreux. En tout cas, tout ça, je vous dirais, rend de plus en plus brûlant le besoin d'une parole présidentielle, d'une intervention. Alors, je vous ai dit à plusieurs reprises que ça ne change pas grand-chose en termes de popularité ou d'impopularité, mais là, avec toutes ces brindilles, tous ces faisceaux, tous ces feux, il faut peut-être avoir une parole élyséenne pour remettre les choses en perspective et retracer de la cohérence. S'il y a une dimension sur laquelle Emmanuel Macron a le plus perdu, c'est dans le baromètre match. C'est un item que l'on pose chaque mois sur le cap et la vision juste de l'avenir. Il a perdu une vingtaine de points depuis 3 mois parce qu'il y a eu beaucoup de parasitage et de brouillage sur la dimension transformation. Et une des façons, de sortir de ces péripéties, puisque c'est le mot maintenant, on doit les appeler comme ça, donc l'élément de langage. Je me conforme à cet élément de langage, bien que je n'en pense pas moins. Mais une des façons de sortir par le haut de ces péripéties serait peut-être aussi de proposer un remaniement beaucoup plus large, beaucoup plus costaud, qui permettrait de redessiner le gouvernement, de remettre des hommes un peu forts ou surprenants ou qui plairaient à l'opinion publique, et de remontrer un peu la cohérence qu'il cherche à imprimer à son gouvernement. Parce que quand Nicolas Hulot est parti, il l'a remplacé poste par poste, genre un peu je fais à minima parce que décidément ce n'est pas important. Là, il peut le faire encore à minima, mais il hérite quand même d'une équipe qui est fatiguée, de ministres qui eux-mêmes sont certains discrédités. Je ne prendrai que comme exemple Madame Nyssen ou Monsieur Mézard. Enfin, il y a certainement des réglages et des ajustements à faire dans son équipe, et il pourrait profiter de cette énième péripétie pour le faire. Si on lit bien la presse, et je vais être très courte là-dessus, Matignon a fait fuiter qu'il s'agirait d'un gros remaniement. Oui, parce que Matignon fait fuiter cette information. Matignon avait déjà essayé d'imposer un remaniement large après le départ de Nicolas Hulot, n'a pas été entendu, et donc cette fois-ci espère avoir gain de cause. Donc là, ça a été une erreur politique de ne pas avoir remanié, parce qu'il devait quand même avoir un peu de flair, savoir que Gérard Collomb lui poserait à un moment ou à un autre un petit problème. Oui, je pense. Donc maintenant, ils vont le faire. Ils ont jusqu'à demain. On espère quand même qu'ils ne vont pas attendre le week-end, puisqu'ils nous disent demain. Ils ont jusqu'au prochain Conseil des ministres. Oui, enfin quand même. Là, lundi. On ne va pas vivre, on ne va pas dormir. Hein, Virginie? Moi, je vais garder ma radio sous mon oreille, nuit et jour. Sous l'oreiller. Bon, on passe. On passe à la chronique La politique sur les réseaux avec Véronique Reiss-Soult. Véronique, vous devriez protester d'être accueillie par des fous rires. Alors non. Que vous allez dire des choses très sérieuses. Des rires de plaisir, des rires de contentement. Non, mais parfois, il y a une super ambiance, c'est formidable. Alléluia. Bon, ma chère Véronique... On va revenir sur... Mais oui, sur Gérard Collomb, et non pas Christophe Colomb. Non, Gérard. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé l'évolution du nombre de messages sur toute la semaine. Et la courbe, elle est assez révélatrice en soi, c'est que effectivement, c'est un sujet plus qu'important pour les Français, et les internautes en ont beaucoup parlé, et il suffit de voir, voilà, on a parlé de M. Collomb tout au long de la semaine, normal, c'est le ministre, en tout cas à ce moment-là, c'était le ministre de l'Intérieur, donc normal, on en parle toujours un peu, mais ça s'est enflammé, et on a eu plus de 19 800 messages, donc oui, ça s'est enflammé, et oui, on a beaucoup parlé de lui. Et du coup, on a regardé, on a fait une petite nouveauté avec
des chercheurs suisses. Voilà, on a regardé les émotions qu'il y avait dans ces messages, mais non pas par les emojis, mais par l'analyse des sémantiques, et en particulier sur Facebook, puisque c'est là où souvent l'opinion se forme. Et bien, figurez-vous que le premier effet, vous voyez, c'est la surprise. En fait, ça n'a pas rendu en colère. Le premier effet, d'abord, dans tous les messages, c'était une énorme surprise. Le problème, c'est que vous voyez en dessous, vous avez deux autres couleurs. Il y a la joie, peu de joie quand même, pas beaucoup d'anxiété et un peu de colère. Et en fait, ce qui est intéressant de se dire, c'est qu'après la surprise, arrive forcément un nouveau sentiment. Voilà. Et donc, la question, elle est, l'anxiété peut grandir si on ne résout pas vite. Et on voit bien dans les messages, voilà, ils attendent quand même une solution. Et la colère, si on se moque de l'opinion. Et entre autres, on a vu, on va le voir dans les émojis, mais la fameuse péripétie dont vous avez parlé, ça provoque plus de colère en disant non, c'est pas une péripétie. On peut se raconter ce qu'on veut, mais c'est pas une péripétie. Peut-être un mot, Frédéric, je vous ai un peu posé la question tout à l'heure, mais c'est pas grave, la répétition, c'est le principe de la pédagogie. Sur l'impact de la démission de Collomb, c'est quoi? C'est l'autorité du président qui est impactée? Oui, c'est l'autorité puisqu'il a perdu son bras de fer. C'est aussi symbolique, c'est le macronien historique, c'est celui avec Richard Ferrand qui a le premier cru en Emmanuel Macron, qui a ouvert tous ses réseaux à Lyon. Et puis, comme ça a été dit, ce n'est pas qu'un singleton, cet événement. Ça s'inscrit dans toute une série d'événements, de péripéties, de démissions, où clairement, les Français peuvent avoir le sentiment que la maison n'est plus tenue et que les choses se délitent. C'est le ruissellement, mais pas là où on l'attendait. Voilà. Vous avez fait des maths. Il y a très longtemps. Plus littéraire, en CP, ça m'est revenu. On a c'est possible. Singleton. CP, moi, j'étais pas dans ce même CP. Il y a les précoces. C'est ça, mais voilà. Non. On a regardé les fameux émojis après. Il y a les émojis encore. Mais oui. C'est pour Jean-Marie, ça. C'est pour Jean-Marie. C'est globalement aussi ce qu'on comprend mieux, ce sont les émojis qu'il y avait dans les messages sur Gérard Collomb. Vous voyez, il y a la larme qui est assez importante. Alors, bien sûr, il y a le personnage qui rigole, c'est le gag de Libé, en gros. La France, c'est un vrai sujet. Le point rouge pour dire que c'est important. Beaucoup de colère, beaucoup de doutes. Le personnage qui pleure, c'est parce qu'en fait, Gérard Collomb avait pleuré au moment de l'investiture et beaucoup l'ont rappelé. Et puis, une énorme surprise, le personnage qui a les yeux en l'air en disant « Mais où va-t-on? Que se passe-t-il? Pourquoi ?» Donc, globalement, on voit bien, il n'y a pas de colère. Un peu, bien sûr, mais c'est plus, ils sont les uns et les autres dubitatifs et ne comprennent pas, quoi. Avec le personnage qui fait ça, voilà. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, cette fameuse photo, ce selfie avec, aux Antilles, avec donc deux Antillais, dont un fait un doigt d'honneur. Voilà la photo. Magnifique. Donc Laetitia le rappelait très justement, ça s'inscrit dans un contexte, mais c'est vrai que quand on voit débouler cette photo, on ne comprend pas d'où ça vient. C'est vrai que ça fait un peu curieux. En fait, on pourrait parler d'une crisette cette fois-ci. Tout à l'heure, c'est peut-être plus une crise, mais une crisette qui a quand même un sens. Le nombre de partages, c'est pour ça qu'on vous l'a mis, 8 730 000 partages. L'impact d'une photo, c'est colossal. Et 8 730 000 partages, c'est-à-dire qu'il y a 8 730 000 fois cette photo qui a été likée, partagée, regardée. Enfin, voilà, c'est un vrai sujet. Alors, quand on regarde les commentaires qu'il y a autour, il y a beaucoup de pourquoi. Pourquoi cette photo sort? En fait, pourquoi est-ce qu'on ne contrôle pas à un moment donné la réalité de ce jeune homme qui fait ce doigt? Parce que qui l'a posté? C'est un anonyme. C'est une des personnes qui était... Il peut rien. Non, mais en fait, le pourquoi enfin, il pose visiblement, de toute évidence, il pose. Il en fait plusieurs. Oui, bien sûr. Une photo de tout. Bien sûr. Et après, c'est des photos qu'il a laissé faire. Ce qu'on lisait le plus aussi dans les messages, c'est qu'en fait, pour eux, ça abîme l'autorité du président. Et le fait qu'il soit autoritaire, très bien, mais qu'il soit à côté, alors qu'il sourit, on a l'impression qu'il ne voit même pas ce qui se passe, ça a vraiment renforcé. Et évidemment, vous en avez parlé, il y a énormément de parallèles avec le jeune garçon du monde, Valérien Emmanuel, en disant, mais c'est quoi? En fait, à l'époque, il était encore autoritaire, il est donc plus autoritaire. C'est pas tant le sujet... Bien sûr, il y avait des sujets sur la couleur et tout, mais ce n'était pas tellement ça qui ressortait le plus dans tous ces messages. C'était beaucoup. À l'époque, il était trop autoritaire, et là, maintenant, il est plus assez. Voilà. Voilà, merci beaucoup Véronique, merci à tous, c'était un plaisir de vous avoir et d'entendre vos analyses. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci à tous, merci.
Qui peut concurrencer la MAF? Numéro 3, que se passe-t-il? Jusqu'au 31 octobre, avec l'assurance auto-tout-risque, le taux du crédit auto est à 0,9% TAEG fixe sur 12 mois. Avec ça, rien à faire. C'est la MAF qui préfère. Vous avez échoué, numéro 3. Je préfère la MAF. Devis et conditions au 30 15 et dans les agences MAF.